Tu sais, je me disais, les médecins, en fin de compte, malgré mon parcours, malgré que j'ai été confrontée au fait que c'est pas la médecine traditionnelle qui m'a aidée, en définitive, je me dis: «Je les plains aujourd'hui, les médecins». Parce qu'en vrai, je pense que quand tu choisis de faire ce métier-là, c'est que c'est un métier par, vocation. Tu fais pas ce métier-là par hasard, tu finis pas médecin par hasard. Il y a tellement d'années d'études qu'il faut être hyper motivé, faut que ça fasse sens pour toi, c'est un métier de cœur. Je pense que tu ceux qui s'engagent, dans ces métiers-là, ils ont une volonté profonde d'aider les autres, d'aider leurs prochains. Mais en fin de compte, je me dis: «Mais les pauvres, en vrai, on leur donne pas les moyens d'aider les gens». Ils sont obligés de s'en tenir à des consultations de 15 minutes. Qu'est-ce que tu veux en 15 minutes écouter le problème de la personne, poser un diagnostic et trouver une solution en 15 minutes? On leur demande d'être surperformants, on leur demande d'être des surhommes aux médecins aujourd'hui. Ouais. Et en plus de ça, tu vois, je me dis, c'est de pire en pire parce qu'en plus, à l'heure actuelle, on est confronté à des déserts médicaux. Il y a plus de médecins. Donc je pense que les médecins qui ont osé se lancer dans ces métiers, bah, ils arrivent au bout de X années de carrière, ils sont complètement lessivés par le système, ils en peuvent plus et ça va en s'accentuant dans le mauvais sens parce que vu qu'il y a de moins en moins de médecins, bah, ils sont de plus en plus sollicités. Donc du coup, ils sont de plus en plus sous pression et on leur demande de faire, toujours, du bon travail avec, toujours des conditions qui sont, déplorables et comment dire? Qui deviennent, qui empirent en fin de compte. Donc je me dis, d'un côté, moi j'ai été tellement déçue par le système médical parce que en vrai, ben, ce qui m'a sorti de l'état dans lequel j'étais, bah, c'est moi. C'est pas les médecins. Les médecins, ils m'ont juste fait, perdre beaucoup d'années de ma vie parce que ça a été, 1 examen, 2 examens, un possible diagnostic, mais on n'est pas sûr. Ah, mais on va refaire encore un autre examen et cetera et cetera et j'ai été ballottée comme ça par le système pendant 20 ans. Avec aucune réponse et en fin de compte, finalement, tu sais, c'est là que tu te dis, il y a quand même un vrai paradoxe qui est horrible quand tu es souffrant, quand tu es patient. C'est que, en fait, tu souffres tellement que tu veux savoir ce que tu as et dans ton esprit, le fait qu'on te dise ce que tu as, c'est quelque part une première porte vers la délivrance parce que si on identifie ton mal et ben, on sera en mesure de le soigner. Mais en fait et d'une, l'endométriose aujourd'hui, c'est une maladie, pour laquelle il y a pas de traitement qui guérit. Il y a des traitements qui soulagent les symptômes, les douleurs, mais en fait, aujourd'hui, on ne sait pas comment guérir cette maladie. Donc quand bien même le diagnostic, il peut être posé, au bout de 20 ans, bah, en fin de compte, tu restes toujours dans la même, bip, on va dire le mot. Parce qu'au bout du compte, on va rien te proposer de plus que ce qui a déjà été mis en place pendant des années, avec des traitements qui sont censés te soulager, mais ça marche 1 an, 2 ans et puis finalement tu as plein d'effets secondaires. Les effets secondaires font des ravages, tu es encore plus mal, tu as pris, 8 kilogrammes en 1 an, enfin voilà, tu as mal au sein comme pas possible, tu as des maux de tête, tu comprends pas, tu as plus de libido non plus, tu crois que tu as une libido, mais en fait le jour où tu arrêtes la pilule, tu découvres qu'en vrai, bah non, c'était une espèce de camisole ça aussi. Et bref, je sais plus où je voulais en venir, mais j'ai perdu mon Non, mais propre c'était très bien. j'ai C'est pour perdu ça que je j'ai t'ai laissé perdu mon faire. propre fil, mais ce que je veux dire, c'est que nous, voilà, c'était ça, c'était que nous, on attend en tant que patient, tu sais, tu es là à attendre cette espèce de diagnostic qui soit posé, mais en fait, ça prend tellement de temps à ce qu'on te pose un diagnostic et que en fait, le parcours fait qu'on s'égare. C'est-à-dire qu'on va te dire: «Ah bah, vous avez peut-être telle maladie». Et puis vous avez peut-être en fait, il y a plein d'hypothèses posées comme ça et donc à chaque fois, tu passes des examens liés aux maladies en question et moi, je me suis retrouvée un jour dans une situation, mais incroyable. Je vais chez mon gastro-entérologue parce que voilà, j'avais passé encore un énième examen et puis, enfin, toute une série, en fait, parce qu'ils ont été au bout du bout du bout de tout ce qui était possible de faire et je me dis: «Mais moi, j'étais tellement souffrante, tellement douloureuse et tellement, Heu, je sais pas comment dire, amoindrie, je tenais à peine debout. Marcher, c'était juste, presque impossible pour moi de marcher. Je me demandais déjà comment j'allais faire pour arriver au cabinet du médecin. Pour moi, c'était, j'attendais ce rendez-vous avec impatience en me disant: «Ça y est, je vais enfin avoir un diagnostic, on va me dire ce que j'ai».
Et puis, je vais pouvoir avoir un traitement, je vais aller mieux. Et ce jour-là, j'arrive chez mon gastro-entérologue, il avait la banane comme ça, le grand sourire, il était trop content, il me dit: «J'ai une excellente nouvelle». Moi, je me dis: «Ouais, ça y est, on va savoir! Enfin, victoire!» Eh ben non, la bonne nouvelle, c'était: «Ah, j'ai une super bonne nouvelle, vous avez pas, cette maladie-là». C'était quoi la maladie? Eh ben, c'était la maladie de Crohn. Ah oui. Alors que ça faisait 20 ans que je pensais avoir la maladie de Crohn. Et certains m'ont dit, vous avez la maladie de Crohn. Donc, en plus, Des médecins t'ont dit que tu avais la maladie de oui, oui, Crohn. oui. Et donc, j'ai eu les deux diagnostics que je l'avais et que je l'avais pas. Donc, bon, bref. Et donc, au final, il me dit, super bonne nouvelle. Voilà, on a fait les biopsies, les IRM, les machins, les endoscopies, coloscopies, enfin, tout ce que vous voulez. Résultat des courses, ah ben super bonne nouvelle, vous avez pas, vous allez, il m'a dit comme ça, il m'a dit, on va pouvoir sortir le champagne. C'est pas vrai. Si, ouais, victoire, champagne au bout de 20 ans, j'ai pas la maladie de Crohn. Et moi j'étais là, mais en fait, lui il était tellement heureux parce que c'est vrai, c'est une super bonne nouvelle de se dire, ouais, on n'a pas la maladie de Crohn, c'est une maladie terrible, la maladie de Crohn. Et pareil, aujourd'hui, elle est pas guérie cette maladie, on n'a pas de solution pour la guérir et c'est un calvaire. Et, euh, et donc lui, il était tellement heureux de m'annoncer ça, il pensait que j'allais sauter de joie au plafond, ouais, voilà, que on allait faire la fête, quoi. Hmm. Et en fait, moi, je me suis déconfite devant lui, j'ai tiré un visage qui faisait 3 mètres de long, de déception. Et en fait, il a pas, je pense qu'il a vu ma réaction et il a dit: «Ah, mais vous êtes pas quoi, bah, voilà, vous n'êtes pas plus réjoui que ça». Je dis: «Oui, mais j'ai quoi alors?» Moi, je suis ressortie de là-bas avec toujours le point d'interrogation au-dessus de ma tête, mais en fait, du coup, j'ai quoi? Qu'est-ce que j'ai? Pourquoi est-ce que je souffre autant? Parce que vous me dites que j'ai pas ça, ok, donc en fait, j'ai pris des traitements pendant X années pour rien. Parce qu'on t'avait traité pour la maladie de On m'a Crohn? traité par la maladie de Crohn, Ok. ça a plus ou moins marché, mais c'était pas convaincant non plus. Finalement, je me dis que c'est pas forcément le traitement qui m'a fait améliorer, mais c'était juste parce que je mangeais plus, parce que je pouvais plus manger de douleur. Ah, Ah, il y a des... tu viens de mettre un point très intéressant Ah sur bah quelque chose. oui, Pardon, je vais pas te couper. non, mais c'est ça, mais il y a Mais des périodes, j'avais tellement mal, je veux dire, je me réveillais le matin, je n'étais pas encore levée, que c'était horrible. donc, Même j'ai même eu certaines périodes où je prenais un verre d'eau, même une gorgée d'eau, ça passait plus, quoi. Je pouvais plus m'alimenter. non, là où c'est très intéressant, c'est que du coup, par nécessité de survie, tu pouvais plus manger. Oui. Par nécessité de survie, Mon corps m'empêchait de tu ne pouvais m'alimenter. plus manger, Mm. et en arrêtant de manger, tu as pu régénérer, en tout cas partiellement, ponctuellement, euh, Mon système ton digestif. système digestif, et du Ouais. coup, tu pouvais redémarrer sur une semaine d'activité. Ben, en fait, bah, ça prenait du temps. Je peux pas dire que j'étais guérie comme ça en Non, non. jeûnant, On parle pas de guérison, non, non, juste le mais fait que ça te soulage. Mais ça me soulageait Ok. et c'est qu'en fait j'avais même pas le choix et je me suis rendu compte que c'est pour ça aussi qu'on pensait beaucoup à une maladie de Crohn. La maladie de Crohn c'est des crises, ça fonctionne par cycle et en fait l'endométriose c'est calqué sur le cycle hormonal, donc c'est aussi cyclique finalement. Hein. On parle jamais de ça mais en fait il y a une forme de cycle aussi hein, puisque c'est lié à notre cycle menstruel. Et donc on passe par différentes phases au cours de ce cycle-là. Et puis après, voilà, je pense qu'il y a plusieurs périodicités. Même nous, on est intrinsèquement liés à cette planète, aux saisons, etc. Et on ne pense pas à quel point tout ça a une incidence, le soleil, l'exposition au soleil, etc. Bref, tout ça pour dire que pourquoi est-ce qu'on m'a beaucoup orienté et qu'on a beaucoup pensé pour moi à une maladie de Crohn, c'est parce que en fait je faisais des crises digestives très graves où me vidais de mon sang, enfin De euh, manière aléatoire ou c'était très réglé? de manière complètement aléatoire. Aléatoire, hein. Ouais. Complètement aléatoire et tout le monde me disait oui c'est le stress sauf que quand tu vas à la selle et que tout ce qui sort c'est du sang et du sang, ouais j'ai pas dit les mots trop déplaisants mais c'est que tu es en panique, hein, tu te vois mourir, hein, clairement. Hein, Donc j'imagine que quand tu étais sur la selle à ce moment-là, et que ça sortait, ouais. tu avais l'impression de perdre connaissance, que ta vue se troublait, comme si ton champ de vision se rétrécissait, comme si tu allais t'éteindre. C'est ça? Non, Pas forcément, mais c'était pas trop cette ouais. sensation, c'était plutôt à la fois des tremblements, des coups de chaud, des sueurs froides en alternance. Et en fait, tu as l'impression que tu vas tomber dans les pommes, que tu vas défaillir, que tu es obligé de te tenir au mur. Enfin, c'est.
Et puis tu as l'impression qu'on t'arrache les entrailles, en fait. Il y a des moments quand tu vas aux toilettes, quoi. C'est indéfinissable. C'est une torture, vraiment, c'est une torture, ces maladies-là. Et, euh, et donc, tout ça pour dire que j'ai eu des périodes où mon système digestif était tellement dans un état catastrophique que oui, je pouvais plus rien manger. J'ai même eu des fois où je pouvais même boire de l'eau, c'était un calvaire. Et donc, par la force des choses, en fin de compte, je ne mangeais pas parce que je ne pouvais pas. J'étais pas. Et donc, je maigrissais. C'est-à-dire que le peu que j'avais avalé avant, bah, je m'étais vidée. Et puis, le peu que j'essayais d'ingérer, bah, ça passait pas. Donc, j'ai perdu des fois 8 kilos en 3 semaines, quoi. Je veux dire, je devenais un. Je tenais plus debout. Oui, mais à l'époque, tu avais déjà pris le l'embonpoint. Tu Non, perdais pas 8 kilos sur... Ah si. si, si, j'ai même eu une période au tout début, quand j'ai commencé à faire mes crises, ça a commencé vers 16-17 ans, les premières Ah, crises. ouais, donc tu étais fine. Et à l'époque, j'étais fine, je pesais 50. Les premières enfin, j'ai eu des premières crises qui n'étaient pas les pires, mais les très fortes crises, je devais avoir 19 ans, 19-20 ans. Donc j'étais pas encore en grosse, on va dire. On peut dire ça comme ça. J'avais pas d'embonpoint, quoi. J'avais quelques kilos de trop. Je faisais peut-être 2-3 kilos de plus que ce que je fais maintenant, quoi. Ok. Et donc, quand je maigrissais fortement. Et en très peu de temps. C'était. Ouais, j'étais hyper affaiblie, quoi. Et donc, tout ça pour dire que on me mettait sous traitement, parfois. D'autres fois, non. Des fois, c'était des choses juste pour la douleur. Des fois, c'était des traitements qui étaient dédiés à la maladie de Crohn. Et au bout de X mois, quand je retournais chez le gastro, ah, bah, ça va mieux, le traitement a peut-être fonctionné, etc. Mais avec le recul, j'ai eu les mêmes effets, même quand je ne prenais pas ces traitements-là. Et en fin de compte, c'est simplement parce que j'arrêtais de m'alimenter. Donc je laissais tout mon système au repos. Il avait le temps de se régénérer. Et en plus, je ne le savais pas, c'est que je me mettais en autophagie quelque part. Donc il y avait une réparation, voilà, il y avait des choses qui s'opéraient et je retrouvais comme ça. En fin de compte, c'est ça, c'est que le fait de plus m'alimenter, ça me permettait de reprendre des forces bizarrement. C'est-à-dire que mon système digestif étant plus sollicité, il avait le temps de se réparer et puis ça me permettait de repartir. Et puis j'étais repartie comme ça pour quelques mois jusqu'à la prochaine crise. Et des fois ça tenait 1 an, des fois c'était 6 mois, des fois c'était 2 mois. Enfin, et donc c'était toujours des cycles comme ça complètement aléatoires. Mais je jeûnais à l'époque, je savais même pas ce que c'était que le jeûne, en fait, parce que c'était pas du tout à la mode comme c'est en vogue aujourd'hui. Euh, pour moi, c'était pas que je jeûnais, je disais jamais je jeûne, je disais juste bah, je mange pas parce que je peux pas manger, quoi. D'ailleurs, tu le dis toujours aujourd'hui. Quand tu dis que tu vas pas manger, tu dis je mange pas. Ouais, Tu je dis dis je pas mange pas. tu dis pas je vais jeûner. Ouais, non. Ouais. Bah, pour moi, le jeûne, je l'ai fait l'expérience et pour moi, le jeûne, c'est vraiment une expérience. C'est ma perception, mais c'est comme ça que je l'ai vécu et que j'ai apprécié de vivre. C'est que c'était une expérience choisie, une expérience consciente et où j'avais envie de vivre quelque chose de particulier avec mon corps, avec moi-même et de rentrer dans une connexion particulière. Et donc là, ça a été un acte voulu, le jeûne. Tandis que les périodes où je m'alimentais pas parce que j'avais pas le choix et qu'il fallait que mon système digestif soit au repos, ben juste je mangeais pas parce que j'avais pas le choix. C'était pas par contrainte, mais la question ne se posait même pas. Tandis que le jeûne, c'est vraiment quelque chose que j'ai décidé de faire. C'était un choix conscient parce que j'avais une envie, un objectif, je cherchais quelque chose de particulier. Et ça a été une expérience super aussi, j'étais très contente de le faire. Bah, c'est super. Et t'as été accompagné dans cette expérience de jeûne? Bah oui, Non, mais je veux dire, t'as été accompagné mentalement, moralement, ouais, on t'a soutenu. je Ouais. voulais pas le faire toute seule parce que déjà quand j'ai fait le jeûne, en fait, c'était après que j'ai fait ma transition alimentaire, ça faisait déjà 1 an en fin de compte que j'ai fait cette transition-là. Et j'avais en fait envie d'aller encore plus loin dans la guérison et dans l'expérience de ce que je vivais avec l'alimentation, avec ma connexion à tout ça. Mais par contre, j'avais déjà perdu beaucoup de poids, donc j'avais pas envie de faire n'importe quoi, n'importe comment. Je l'avais jamais vécu, je savais pas ce que j'allais vivre, expérimenter, et j'avais cette envie, moi, d'être soutenue. Donc voilà, et j'avais un peu de crainte aussi parce que j'avais peur d'être frustrée de ne pas manger, que ça soit compliqué de tenir l'engagement dans lequel je m'étais lancée. Donc je me suis dit, le fait d'accompagner, ça va aussi m'aider et me motiver. En fin de compte, la motivation, pas une seule fois j'ai eu envie de manger quand je me suis lancée là-dedans. Parce que c'était tellement quelque chose de voulu
que je l'ai vécu comme un moment hyper agréable avec moi-même et je me suis pas du tout, au début, je me suis dit, bah, les circonstances faisaient que, voilà, qu'il y avait du monde. Je logeais chez une amie, il y avait du monde, il y avait ses parents, enfin, c'était là, il y avait c'est toi qui J'ai- m'as accompagnée. J'étais là. Mais oui. Et voilà, il y avait des grandes tablées. J'avais un peu prévenu tout le monde en disant, voilà, vous m'en voudrez pas, mais volontairement, je vais m'écarter. Je participerai pas au repas parce que je rentre dans une phase de jeûne et voilà, j'avais pas envie d'avoir la nourriture sous mon nez et que ça crée de la tentation et que ça soit quelque chose que je sois en lutte avec ça. J'avais pas envie de rentrer dans ce processus-là. Et ça a Et été respecté. tout le monde a très bien accepté ça. Mais par contre, bizarrement, c'est que de moi-même, quand il y a eu les moments de repas avec ces grandes tablées où c'était hyper sympathique, des moments hyper joyeux, bah de moi-même, en fin de compte, je me suis attablée avec tout le monde, j'ai été les rejoindre, enfin vous rejoindre, je prenais une tisane ou un verre d'eau. Et pas une seule fois la nourriture m'a tenté. En fait, ça a été un super bon moment. Oui, Et ça a été facile. Ça a été d'une facilité déconcertante de ne pas manger. Alors, tu penses que ça a été facile parce que tu as été accompagnée ou si tu Parce étais toute seule, tu aurais été tentée? Non, je pense que j'aurais pas été tentée. Je pense que ça a été facile parce que mentalement, je m'étais mise dans une condition mentale. J'étais prête. J'étais prête. C'était vraiment. C'est pas quelque chose que j'allais subir de manière négative ou forcée. C'était ni dans la contrainte, ni dans la restriction, ni dans la frustration. C'était vraiment. Je m'étais. je- je m'étais mise dans un état d'esprit d'expérimentation, de découverte et de quelque chose que je faisais pour moi en fait. Donc du coup je sais pas, je pense que je me suis conditionnée mentalement, pas de manière volontaire, je me suis pas dit des choses de manière volontairement, mais c'est juste que j'étais prête, j'étais dans cette phase-là, j'étais dans ce mouvement-là, et ça a été comme un mouvement fluide et facile et hyper agréable à vivre, quoi. Après, c'est sûr que bah voilà, j'ai fait quand même 5 jours de jeûne. Je crois que tu as quasiment fait 6. Hein. Ouais, Donc, ouais, presque. tu as atteint le 6e en tout Et cas. après, Ouais. oui, au sixième, après, je pense que c'est le soir du sixième, j'ai dû réintégrer peut-être un jus ou un bouillon, je sais plus ce que C'était un c'était. bouillon. Ah, voilà, un bouillon. Et, Si et c'est moi qui t'ai accompagné, c'est que ça devait être c'était un un bouillon. bouillon, mais je sais qu'on a fait des jus aussi après. Oui, ouais. Et, euh, et donc voilà, donc ça a été des phases, je savais pas du tout comment j'allais vivre ça, mais j'ai eu vachement d'énergie. C'est vraiment des phases, il y a vraiment des espèces de vagues comme ça qui nous traversent, où on a des phases ouais, où on a une énergie incroyable. Donc on se dit toujours, ouais, si tu manges pas, tu vas être fatigué. Tu sais, t'as toujours mamie, mais si, mais mange, il faut prendre des forces. Et en fait, faut pas croire que si notre corps il est suffisamment en bon état au moment où on se lance dans le process, c'est sûr que si on fait un jeûne alors qu'on est déjà hyper malade, hyper amaigri, hyper affaibli, on va pas le vivre de la même manière. Et je le conseillerais pas dans ce cadre-là. Moi, quand je l'ai fait, j'étais déjà en pleine forme et je faisais du sport. J'étais en train de me remuscler, de reprendre de la masse musculaire. J'avais déjà un an d'alimentation derrière moi où bah, voilà, j'avais réglé tout un tas de choses et ma santé était vraiment en pleine phase de croissance, quoi. J'allais vraiment de mieux en mieux. Donc je me suis lancée dans ce process-là à un moment donné où j'avais aussi l'énergie de base qui était bonne. Mais donc voilà, je me suis mise pendant le jeûne, j'ai quand même fait de la muscu, des marches dans le sable pendant 1 heure et demie, 2 heures. Je pense que j'ai marché, j'ai fait du vélo, j'ai fait plein de choses et puis je sentais voilà, que c'était vraiment des vagues où on a des moments où on a l'énergie qui monte et puis après on sent qu'on est fatigué et en fait il faut juste s'écouter et accompagner ça. Donc quand j'avais besoin de repos, je me reposais et, euh, et en fait ça a été hyper fluide comme ça, juste en étant à l'écoute de ses propres besoins, quoi. Ouais, je me souviens même que tu avais fait ma salade de fruits, que tu avais coupé les fruits et tu avais fait la salade de fruits sans en manger du coup. Tu Ouais, avais cuisiné oui c'est vrai. et sans te couper les doigts parce que tu pouvais être fatigué, mais Non, ouais. non. Non, mais c'est super intéressant, mais du coup par rapport au jeûne, parce que là du coup tu nous as fait un gros interlude sur le jeûne, sur ce qui t'a permis naturellement de soulager tes symptômes, mais le jeûne, Oui, parce qu'on devrait le prononcer comme ça, oui. est-ce que tu le conseillerais à quelqu'un qui n'a pas fait la transition alimentaire que tu as fait en amont? Parce que toi, tu as d'abord dû changer ton alimentation. Est-ce que tu penses, enfin, je vais formuler ma question autrement, mais est-ce que finalement, c'était pas plus facile pour toi de faire le jeûne parce que tu étais déjà passé par la grosse étape de revisiter ton alimentation? Oui.
Oui, je vais juste préciser une chose pour pouvoir faire la transition à venir à ta question. C'est que à la fin de cette période de jeûne, de ces 5 6 jours, j'ai quand même eu un espèce de truc émotionnel qui est ressorti, qui Oh était purée, hyper fort. Et moi, j'ai été hyper surprise. je m'en souviens. C'était un soir où, voilà, pareil, j'étais avec les haltères, allez, on y va, j'étais pleine d'énergie et tout. Et il y avait la musique pour m'entraîner. Et tout d'un coup, mais c'est venu, mais un truc foudroyant. Je n'ai plus supporté le son. Mais un truc, alors que je suis quelqu'un de très calme et très patiente, là, c'est comme si je rentrais dans une espèce de phase de. C'est pas colère, mais un pic d'émotion, mais d'un truc qui doit sortir qui est hyper fort, et j'avais envie de tout casser. J'ai cru que je lui ai dit, mais éteins cette télé, j'en peux plus, je vais la péter. Vraiment, j'avais envie. Et il a fallu que je sorte et que je crie, en fait. Fallait qu'il y a eu un espèce de truc comme ça qui est monté en moi, que j'ai pas expliqué, et c'était une espèce de décharge qui a été hyper forte, et c'est là que j'ai compris, bon bah il est temps, ça y est, il fallait que ça sorte, et c'est bon. Je suis allée au bout de la phase dont j'avais du temps, dont j'avais besoin de jeûne, et après ça on s'est dit, bon bah on repart sur la réintroduction alimentaire. Donc il se passe quand même plein de choses pendant le jeûne, et il peut y avoir des effets auxquels on ne s'attend pas et qui peuvent être très forts. Et donc j'en viens à ce que tu m'as dit, c'est que moi, ça s'est globalement super bien passé parce qu'effectivement, je pense que déjà mon corps était libéré de tout un tas de toxines. Je m'étais déjà détachée de plein d'aliments, c'est-à-dire que j'avais plus de fringales comme on peut avoir quand on mange comme tout le monde. J'avais plus pas d'envie de chocolat, j'avais pas d'envie de pain, de croissant, de pâtes, de pizza, parce que j'en mangeais déjà plus, ça faisait déjà plus partie de mon alimentation quotidienne. Donc c'était pas quelque chose qui allait me manquer, et donc j'allais pas être en lutte comme ça avec la nourriture parce que j'étais déjà dans une autre phase, dans un autre rapport à la nourriture. Donc si je devais donner mon conseil issu de mon expérience personnelle, je mangeais plus de viande non plus parce que, et c'est là où aussi où c'est important d'être accompagné, c'est qu'un jeûne ça se prépare. On se lance pas comme ça du jour au lendemain en se disant ouais allez demain je fais un jeûne quoi. Non, il y a toute une phase de préparation pour quelqu'un qui a une nourriture standard, si on peut dire ça comme ça. Bah, il faut enlever petit à petit, au fur et à mesure des jours, certains aliments. On va enlever les aliments carnés, on va enlever tout ce qui est les produits animaux, on va enlever les féculents, on se dirige vers le végétal, et petit à petit, voilà, on allège comme ça la nourriture dans les jours qui précèdent le jeûne pur pour préparer le corps et ne pas le choquer, parce que la transition elle peut être si du jour au lendemain vous arrêtez de manger alors que vous avez l'habitude de manger de la viande qui est quand même super lourd à digérer, des féculents, etc. C'est hyper brutal et ça peut être hyper choquant pour le corps, et du coup bah, ça peut entraîner tout un tas de réactions et de désagréments super forts, et donc, le jeûne peut être une expérience très négative pour certaines personnes si ça n'a pas été fait dans les bonnes conditions. Et c'est pareil, en sortie de jeûne, il y a aussi, on se dit pas, ouais, bah ça y est, j'arrive à la fin de mon jeûne. Donc, on peut définir une période de 3 jours, 5 jours, 10 jours ou plus, où on peut faire un petit peu au ressenti aussi, comme moi j'ai senti qu'au bout du 5 6e jour, je me suis dit, ça y est, je suis allée au bout du truc. Mais on se dit pas, bah ça y est, je remange, ah bah ça y est, demain je me fais un steak et des frites, quoi. Et c'est pareil parce que votre corps, il a pendant quelques jours ou semaines, c'est parce qu'il y en a qui font des gros jeûnes, il n'a pas eu à digérer tous ces aliments-là. Si on lui remet direct des trucs super lourds, super gras, le pauvre, on va lui demander un travail phénoménal alors qu'il était dans une phase de repos puis qu'il avait commencé à faire du rangement là-dedans, du nettoyage. Donc en fait, on interrompt le nettoyage, et puis on lui dit, bah attends, c'est comme si vous aviez une maison, tu es en train de faire le rangement dans ta maison, voilà, tu débarrasses tes cartons et tout, puis tout d'un coup, il y a une grosse... euh, comment comment ça s'appelle, le camion qui vient chercher des ordures. Camion poubelle? Ouais, le camion de Ouais, poubelle. ok. Une grosse benne à poubelle qui arrive et puis qui dit, ah ben c'est là la décharge, allez, je déverse tout quoi. En fait, tout le boulot que vous avez fait, il a servi à rien. Puis en plus de ça, vous surchargez à nouveau votre maison, ça va être une catastrophe quoi. Donc c'est un peu le même principe que voilà, votre corps c'est votre temple, c'est comme une maison, c'est son habitation quoi. On vit à l'intérieur de notre corps. Donc si vous faites
le choix de se dire, bon, bah, je mets au repos, j'arrête d'engranger, et puis même j'en profite pour commencer à déblayer. L'idée, c'est pas de se dire, ah bah, j'ai fini de déblayer, à nouveau, je surcharge de plein de choses, j'ai fait de la place, je peux à nouveau charger mes placards en 3 jours, ce que j'ai mis 10 jours à vider, quoi. Non, l'idée du jeûne, je pense que quand on se met dans cette phase-là, et le but du jeûne, c'est vraiment de donner à son corps les meilleures dispositions pour qu'il puisse fonctionner au mieux, quoi. Donc le surcharger derrière, ça sert à rien. Donc autant il faut une phase de préparation, qu'autant la phase de réintroduction, c'est pareil, on y va doucement, quoi, et on maltraite pas son corps. Ouais, c'est super intéressant tout ce que tu viens de nous raconter, parce que moi, du coup, je le revis, je revis les moments là que tu racontes, j'ai les images qui se sont dessinées. Mais grosse parenthèse de jeûne, hein, parce Ouais. que l'idée Et c'était de parler je vais du... finir sur un truc qui me revient de cette Ouais, expérience de jeûne. C'est que, et ça c'est pareil, c'est un truc que je conseillerais de faire, c'est que pendant cette phase de jeûne, finalement pour moi c'était le fait de nettoyer l'intérieur, mais ça marche aussi sur la psyché. Donc pour aller au bout de l'expérience, bah, j'avais pris mon téléphone, je l'ai mis en mode avion pendant ces 6 jours, c'est-à-dire que j'avais plus de téléphone, quoi. Et les seules choses auxquelles je me suis autorisée à me connecter, c'est moi-même, les gens qui étaient autour de moi avec qui j'avais envie de partager et échanger, et la nature. Le téléphone, c'est aussi une pollution, et voilà, pour moi, c'est quelque chose de global. Et aller au bout du process, c'est ça aussi, c'est se détoxiquer de tout ce qui nous pollue, en fait. oui, ce que tu veux dire, c'est que le jeûne n'est pas que nutritionnel, le jeûne, c'est aussi éviter de s'alimenter de tout et n'importe quoi qui puisse être à l'extérieur, autour de nous, dans notre environnement C'est ça. social ou pas social, Oui. tout va ensemble. C'est éteindre la télé, peut-être voilà, avoir des échanges, des partages, des discussions intéressantes, ou prendre un livre. C'est toute une démarche, en fait. Ouais, heureusement qu'on a éteint la télé, parce que déjà pour le peu que j'ai mis la musique sur la télé, t'as failli la casser. Ah oui, donc non, mais c'est sûr. Ouais, c'est super. Mais en tout cas, là, tu as fait une grosse parenthèse sur le Ouais. jeûne. Je pensais pas qu'on en ferait autant, mais c'est très bien. En fait, parce que finalement, cette maladie, donc l'endométriose, hein, Mm. parce que tu sais maintenant ce que c'est, qui t'a accompagné. D'ailleurs, tu m'as raconté il y a pas longtemps que t'as pris, avec le recul, tu as compris un tas de trucs qui étaient là, qui étaient présents, mais que tu n'avais pas vus, et qui étaient liés finalement à l'endométriose et pas à tout ce à quoi tu supposais que c'était lié ou qu'on t'a Ouais. dit que c'était lié. Et ça, c'est intéressant que tu nous donnes toutes les virgules parce que je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui gagneraient du temps, en fait, à avoir ces infos parce qu'elles pourraient mettre le doigt dessus maintenant et pas attendre 20 ans Mm. pour savoir, putain, il est peut-être temps que je réagisse, que je bouge mes fesses parce que là, en l'occurrence, oui, il faut que j'en parle, oui, il faut que j'agisse, et puis en parler pas à n'importe qui parce qu'évidemment, il ne faut pas en parler à n'importe qui parce que n'importe qui, bah, c'est comme tous les gens à qui t'as parlé, qui t'ont dit bah t'as ça, non t'as ci, non t'as ça, non Mm. champagne, c'est pas ça. Oui, bon, ouais, ouais. C'est pas, voilà, tout le monde évidemment dans ce domaine n'est pas aussi affûté que ce qu'on pourrait penser, même s'ils ont choisi de faire, comme tu disais, la médecine, parce que peut-être que des fois c'est pas leur choix personnel, des fois c'est les parents, ils suivent le chemin des parents, parce que souvent les enfants de Ouais. médecins deviennent médecins eux-mêmes. Mm. Après, ça devient un cliché. Après, ça devient oh, le médecin, c'est bien parce que le médecin il sauve des vies. Probablement que le médecin sauve des vies, Ouais. mais il en oublie aussi beaucoup. Oui, puis c'est ça, c'est que moi je pense qu'il est limité malheureusement dans son champ d'action. Et puis un médecin qui est débordé, occupé, il n'a pas le temps de s'informer. Et il y a certaines choses dans la médecine qui sont tellement survolées euh, qu'aujourd'hui on est en total décalage avec la réalité du terrain, avec ce qui se passe avec les maladies, avec ce que vivent les patients. Et je pense qu'il y a un manque de compréhension, mais parce qu'ils n'ont pas accès quelque part à cette compréhension-là. Ils ont accès à ce vers quoi ils ont été formés et orientés. Et heureusement, il y a des médecins qui commencent à élargir un peu leur champ de compétences et leur vision, et d'allier certaines choses. Mais c'est malheureusement trop peu encore aujourd'hui, quoi. Bah, et en fait, le souci qui se pose, c'est que alors après, les jeunes médecins, en effet, les jeunes qui arrivent, bah, ils ont accès à de nouveaux outils, donc ils réfléchissent peut-être autrement. Mais ceux qui restent sur leurs acquis depuis longtemps et qui sont restés figés dedans, bon, bah, Oui, c'est un peu plus compliqué.
de leur faire entendre raison. Oui, Puis c'est sûr. il y a une autre démarche aussi qui est importante, c'est l'humain, c'est-à-dire que le médecin est avant tout un être humain, le patient est avant tout un être humain et pas qu'un numéro de dossier ou un numéro de sécu, et que il faudrait que dans la formation ou dans l'enseignement qui est opéré en faculté de médecine ou peu importe où, que les gens apprennent à... On a l'impression que c'était pas partie des cours, ça. Mmh. Apprennent à faire de l'humain aussi. Je dis pas que c'est prioritaire dans la technique, parce que souvent, d'ailleurs j'en ai entendu parler, alors soit tu choisis entre soi, je sais plus qui m'a dit ça, hein, mais en gros, nous, pour exercer notre métier de médecin, en gros, on se coupe de l'humain. Pour C'est-à-dire être que super performant. pour être performant, pour être aiguisé, pour être scientifique, Mmh. on se coupe de l'humain. Si on est humain, on n'est pas médecin. Enfin, tu vois, j'ai eu ce discours comme quoi C'est compliqué d'allier c'est les 2. compliqué. Si en gros, tu es trop humain, bah, tu peux pas faire ton métier. Et en même temps, bah oui, mais si tu fais trop de spécifique, tu peux pas faire ton métier non plus, parce que l'autre, il a pas l'impression, en tout cas, d'être pris en considération. Mmh. Et Bah, ça, en c'est fait, le gros fléau, pardon. ouais, c'est le côté hyper technique comme un chirurgien très pointu dans un domaine Ouais, je comprends. très spécifique et qui est tellement... Il connaît tout par cœur, il a un savoir incroyable, mais ça reste dans un champ spécifique et puis sorti de là, oui, il peut pas s'intéresser au côté humain et perdre du temps hein, peut-être dans sa considération là-dessus parce qu'il va défocuser de l'objectif premier qui est l'ultra performance dans ce qu'il fait quoi. Et puis, il faut pas rentrer dans l'émotionnel, voilà, c'est très... il y a plein de données que je comprends, là, je peux pas tout énumérer ici, parce que je me souviens plus de tout ce qu'on s'était dit avec cette personne, mais, Mm. mais je comprends. Il y a des choses qui sont entendables. Moi je le comprends aussi. C'est comme, comme toi en tant que professionnel, je sais pas si tu dois... ouais, il y a un truc qui est quand même dingue, c'est que dans le monde professionnel, dans beaucoup d'activités, on coupe l'humain pour être efficace, pour Pour pas être se laisser performant. parasiter par justement Mm. l'émotionnel, soit parce que tu vas être parasité et parce que tu seras attendri, soit parce que tu vas faire une fausse projection, soit... Mm. euh, Mais aussi, du coup, je trouve qu'on se coupe de notre conscience. On se coupe de notre empathie, de la compassion, et de notre conscience, de ce qu'impliquent du coup nos gestes. Parce que quand tu es dans l'ultra-performance, dans une gestuelle spécifique ou dans un mécanisme spécifique, tu, quelque part, tu t'enfermes mentalement pour être, pour ne pas être parasité justement par plein de choses extérieures qui feraient que bah, tu défocuserais, tu serais moins performant. Mais du coup, tu es tellement focalisé là-dessus que tu en oublies la conscience de ce que tu fais quelque part, tu vois, les implications, je veux dire, par exemple, moi j'ai travaillé dans la couture, je travaille encore dans la couture, c'est un métier qui me passionne. J'adore le côté technique de ce métier. Ça, c'est la partie, moi, qui me plaît plus que la partie créa, c'est vraiment la technicité, etc. Et des fois, tu es tellement pointu, on te demande des choses au millimètre près, d'être dans une précision, et c'est ce qui fait que on a le luxe aujourd'hui à la française qui est très réputé mondialement parce qu'on est dans cette précision-là et dans le beau. Mais en fait, on est tellement là-dedans qu'on en oublie aussi toutes les implications et on perd conscience de ce qu'est le vêtement, de ce qu'il implique. Et aujourd'hui, on est dans une surproduction. Bah, c'est pas un problème de surproduire, c'est pas un problème de polluer avec des colorants et des teintures incroyables qui, au passage, nous détruisent la santé parce que l'endométriose, on parle rarement des métiers, mais il y a quand même des métiers qui ont un impact sur notre physiologie et qui peuvent engendrer ou accentuer des maladies. Enfin voilà, on se coupe en fait complètement de toute cette conscience humaine et de cette possibilité de prise de recul. Et ça marche autant dans mon métier que dans plein de métiers, quoi. Comme le fleuriste, aujourd'hui on produit des fleurs, mais on n'est plus du tout dans la fleur sauvage, dans les choses naturelles qui peuvent être appréciées juste pour ce qu'elles sont. Aujourd'hui, on est ouais. dans une surproduction où on met des pesticides. C'est pareil, les fleuristes, il y a des fleuristes qui ont des soucis de santé à cause Mm. des produits qui sont déversés là-dessus. Et on veut faire un beau bouquet parce que on veut offrir, parce que c'est lié à l'émotionnel, etc. Mais on s'est coupé à bien faire notre métier dans la perfection, etc. On se coupe de la conscience
notre conscience humaine et on se coupe de notre connexion terrestre. Et voilà, on en perd on se coupe des implications des choix qu'on a fait pour être dans le rendement, la performance, dans la précision parfois. Ouais. Tu sais, je souris bêtement, c'est parce que je pense au bouquet de fleurs. J'arrive. C'est très intéressant que tu mettes ça en lumière parce qu'il y a dans tout un tas de métiers, il y a des allergies maintenant. Que ce Ouais. soit allergie, par exemple, moi, quand j'étais en centre de préorientation professionnelle, il y avait une coiffeuse. Ah bah c'est une catastrophe. Elle s'est retrouvée en situation de handicap, donc invisible, parce que moi, c'était mon cas. Enfin, c'est toujours mon cas. Sauf que moi, ça se voit maintenant. Ah bon. Mais en fait, tu la voyais, je me disais, mais qu'est-ce qu'elle fait dans mes cours, cette personne? Parce qu'elle court, elle vivote, elle bougeait, elle était vachement dynamique, tu vois. Ouais. Puis Ouais, c'était après, vraiment deep quand même, ça. j'ai compris qu'elle était dans la coiffure. Et je lui ai dit, mais du coup, explique-moi. Enfin, elle l'a expliqué finalement collectivement en classe, que en gros, à force d'être exposée aux produits qu'elle manipulait, bah, elle est tombée malade. Et donc elle ne pouvait plus du tout travailler en tout cas dans un métier qui utilise ce genre de produit. Et vu que c'est son métier, et elle sait faire ça par cœur, bah c'est son métier, c'est son cœur de métier. C'est comme Ouais. si toi demain on te disait, on te retire, t'es allergique au fil de la couture, quoi. J'ai une connerie, Bah, moi. ou teinture Voilà. dans les tissus, hein. Voilà. Il y a plein de gens qui le sont, Et bah hein. du coup, bah, du jour au lendemain, tu te retrouves en situation de handicap non visible. Parce que une chose que tu avais l'habitude de faire, tu ne peux plus le faire. Une action simple et naturelle que tu avais l'habitude d'exécuter, tu ne peux plus l'exécuter. Donc, situation de handicap. Ouais. Le handicap, encore une fois, c'est contextuel. Contextuel, ça veut dire en fonction d'un contexte donné. Je dis ça parce que des fois les gens ne comprennent pas toujours ce que ça veut dire. Mais ouais, du coup, ouais, j'ai observé ça et puis ça m'a ouvert les yeux sur d'autres choses. Parce que ça, du coup, j'ai été surpris de la voir dans un centre. Donc, du coup, elle avait perdu son métier, elle avait forcément, donc elle devait se reconvertir professionnellement, tout comme moi, j'étais en reconversion professionnelle et toutes les personnes en situation de handicap dans la pièce étaient en reconversion professionnelle. Et elle dénotait parce qu'elle courait. Elle bougeait, elle courait. C'était impressionnant. Et je me dis, ah, je comprends pas. Donc, comme quoi, faut pas juger. Je l'ai pas jugé, j'ai juste questionné. Mais voilà, faut pas juger trop vite parce qu'il y a plein de choses qu'on voit pas. Et c'est pareil, pour revenir sur vos problèmes de femmes, ça se voit pas que vous vous tordez en 3 ou en 4 dans votre appartement sur le rebord de votre canapé. Ça se voit pas quand vous allez faire les courses. Ça se voit pas quand vous allez au restaurant et vous faites semblant de passer un bon moment parce que il faut avoir une vie sociale. Ça se voit pas quand vous allez bouquiner sur la plage et que là vous avez un temps de répit et c'est le moment où vous pouvez vous concentrer sur les 3-4 lignes que vous n'avez pas lues hier soir sur ce bouquin parce que hier soir vous pouviez pas le lire parce que la douleur était trop forte. Ça se voit pas quand vous êtes assise à une terrasse de café en train de regarder les gens passer en vous demandant pourquoi ils ont l'air en bonne santé et pourquoi ils marchent aussi bien. Ça se voit pas que vous avez souffert de ça. Oui, ni même au travail, ni. C'est sûr qu'on fait face à plein d'incompréhensions et du coup, comme ça se voit pas, on entend souvent oui, non mais arrête, C'est dans ta tête. c'est dans ta tête, ou t'en rajoutes, t'exagères, ça doit pas être si grave que ça. Ouais, mais c'est pas parce qu'aujourd'hui je marche et que j'ai le sourire aux lèvres que demain je serai pas en train de pleurer chez moi toute seule dans mon lit, quoi, en fait. C'est juste que personne n'est au courant parce que on n'a pas envie de se montrer comme ça. Et puis, tu sais, il y a ces espèces d'injonctions de société où on attend de la femme qu'elle soit jolie, qu'elle soit souriante, qu'elle soit agréable et qu'elle soit performante aussi au travail. Enfin voilà, il y a plein d'injonctions comme ça et du coup, c'est comme si on n'a pas le droit de se montrer faillible, souffrante, amoindrie, affaiblie, parce qu'on est dans une société où il y a une concurrence terrible, autant dans le monde du travail que pour séduire un homme, que, enfin voilà, tout est dans une Séduire un homme. Ouais, Vous faites ça, vous? Parce qu'en fait, moi j'ai l'impression qu'il y a un problème dans cette société ou que ce soit. Apparemment, c'est les hommes qui doivent faire le bah, en tout travail. cas, sans être dans une démarche de séduction, on peut avoir envie de plaire au moins. Ouais. Mais pour plaire, il faut correspondre à des standards et être la femme la plus jolie, la plus agréable, la plus souriante. On n'a pas le droit de se plaindre, on n'a pas le droit d'avoir mal.
Enfin, t'as pas envie de te montrer en tant que femme, t'as pas envie de montrer ça de toi parce que t'as peur aussi d'être rejetée et que quelque part, c'est pas toi qu'on va choisir, hein. Tu sais, c'est comme à l'état sauvage, la femelle, elle choisit toujours le mâle le plus fort, le plus beau. Bah, je suis bien dans la merde, moi. C'est quelque part, ça fait partie de leur instinct naturel. Et je pense que chez nous aussi, on a notre instinct, on reste des animaux, hein, les êtres humains, quelque part. Ouais, mais c'est pas juste. Enfin, c'est plus juste maintenant. Non, Non, c'est plus juste. mais Mais du coup, c'est ça, c'est que un homme pour plaire, pour être choisi par la femme, bah, il doit se montrer valeureux. Tu sais, c'est ce qu'on nous montre dans les Disney, hein. ouais, mais Et on est quand même conditionné avec ces images-là depuis l'enfance, nous. oui. Et quand tu regardes dans Disney, bah, c'est la jolie princesse qui chante, qui Mhm. sifflote avec les petits oiseaux, qui gambade dans les prairies. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais. Et tu grandis avec cette image-là de la femme, et quelque part, ben, sans même t'en rendre compte, tu essaies de correspondre à ça parce que t'as envie d'être la petite princesse. T'as Ouais. envie de plaire, t'as envie qu'on t'accorde de l'attention, de l'amour, donc tu veux correspondre à ce standard-là. Donc clairement, ben, si t'es en train de pleurer chez toi parce que tu souffres le martyre, c'est pas ce que t'as envie de montrer à l'extérieur. Donc les jours où ça va mal, bah, tu prends sur toi, tu serres un peu plus les dents, tu vas quand même travailler. Tu sais même pas comment t'as fait, t'es en mode pilotage automatique, mais t'y vas quand même. Et en fait, quand tu rentres chez toi, bah, tu t'effondres, quoi. Ouais, ouais, ouais. Et du coup, quand tu dis ça, tu vois, parce que tu dis ça par rapport aux femmes, c'est intéressant, parce que Mm. nous, en tant qu'hommes, c'est aussi très compliqué pour nous dans la souffrance, parce que l'homme, lui non plus, il faut pas qu'il se plaigne. Ah bah oui. Il faut pas qu'il se montre fragile, douloureux ou qu'il chiale, Ah oui, un homme qui chiale, jamais, surtout pas. qu'il a une épine dans le pied. Ouais. Après, je conçois, moi, j'ai pas, tu vois, les glandes lacrymales très fonctionnelles, visiblement, mais je fais partie de ceux-là. Mais c'est vrai qu'on a l'impression que l'homme, il doit rester solide. À partir du moment où il s'est éclaté un peu l'orteil, ça y est, on pourrait mal le juger. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on pourrait percevoir ou sentir, que, en gros, bah, c'est un faible, quoi. Ouais, C'est un faible et que du coup, bah, il faut, on est dans une société où va t'as pas le droit choisir, d'être on faible. va choisir celui qui fait semblant. Du coup, les femmes, vous vous trompez souvent, hein, vous savez ça. C'est-à-dire que vous faites des sélections aussi, donc des personnages masculins, sur sur des faux semblants. Parce que celui qui fait le plus semblant d'être valeureux, fort, ce que vous voulez, c'est le plus faible. Souvent. Ouais. En vérité, il y a toujours ce jeu de masque en société. Alors là, je parle pour ça, mais en fait, je m'égare un peu, mais c'est pour dire on se fait avoir partout, finalement. Faut pas se fier aux Oui, apparences. puis le gars qui peut paraître viril, c'est pas forcément le plus noble et le plus fort. Ouais, Et ouais, on oublie cette part de noblesse qui est importante et c'est le respect, la loyauté. Enfin, il y a plein de valeurs comme ça. Enfin, chacun aura ses propres valeurs auxquelles il attachera de l'importance. Mais effectivement, comme tu dis, on porte tous des masques en société. Et même quand on est le plus authentique possible, selon les contextes, on le fait malgré nous. Même si parfois il n'y a qu'un masque et d'autres personnes vont en mettre 10 couches. oh, ouais, ouais, ouais. On va être plus ou moins authentique, mais c'est sûr qu'en société ou dans certains contextes, dans certains milieux, oui, tu caches certaines choses. Ouais, ouais, c'est devenu nécessaire. Mais il y en a qui jouent, et ça, c'est moins nécessaire. Il y en Mm. a qui jouent beaucoup. Tu vois, pour parler de ça rapidement, regarde, moi, par exemple, par rapport à mon apparence, j'ai eu beaucoup de problèmes, non seulement avec mon environnement socio-professionnel, mon environnement social tout court, mon environnement familial, les femmes, les réseaux sociaux, là jusqu'à encore récemment, et mon handicap, donc qui était à la base invisible, complètement invisible. Et même s'il est aujourd'hui beaucoup plus visible, Mm. on pourrait encore me qualifier d'affabulateur. Donc, Ah oui, et oui. c'est quand même assez curieux d'être jugé aussi mal, parce que moi je fais pas ça, mais par une population. Après, même par des gens concernés. Alors ça, c'est d'autant plus grave. Des gens qui seraient eux-mêmes concernés et qui porteraient un mauvais jugement sur toi. Et je vais finir sur un truc, parce que ça, c'est un truc que, après, on revient à l'endométriose, parce que c'est important. Mais tu vois, pour l'apparence, Mm. moi, je suis un homme à femme.
Ah, comment on t'imagine, Comment on comment on m'imagine, t'imagine, oui. comme on m'imagine, Est-ce qu'on t'imagine séducteur dans ma femme? je passe mon temps à faire ça, quoi. Alors que, mais moi, pas une seule seconde, je rentre dans cet état-là, d'essayer d'obtenir quelque chose de quelqu'un, de séduire pour ça. Mm. Et du coup, je passe bah, tu le sais, je passe beaucoup de temps seul, mais quasiment tout le temps seul. Et je suis toujours seul, j'ai été quasiment célibataire toute ma vie, en fait. Et pourtant, j'ai cette apparence d'homme à femme, Mm. malgré pourtant mon handicap qu'on voit pas. Enfin, en fait, c'est quand même incroyable. On voit des choses chez moi, c'est ça où je veux en dire, qui n'existent pas. Et je crois que on voit pas ce qui existe et on C'est voit ce les que j'allais choses. dire, c'est qu'à l'inverse, on voit pas bien ce qui existe chez toi et les gens ne se rendent pas compte. Et même moi, qui t'ai beaucoup côtoyé, voilà, on se connaît bien aujourd'hui. euh, Il y a plein de choses. Et pourtant, moi, j'ai été confrontée au handicap depuis ma naissance, parce que j'ai un grand frère qui est handicapé, qui est en fauteuil. Donc le handicap, c'est quelque chose que je connais bien, mais finalement, il y a plein de formes de handicap, et parfois on croit comprendre quelque chose, alors qu'en fait, bah, chaque handicap, chaque personne est différente. Et moi-même, parfois, je ne comprenais pas, parce que tu es capable de soulever un truc, je me dis qu'il a une force, mais comme peu d'hommes ont, vraiment, tu es d'une force incroyable, autant du coup physique que mentale, je trouve. Et à l'inverse, il y a certains gestes qui paraissent tellement anodins et qui ne requièrent pas de force que tu n'es pas en capacité de faire. Et moi, des fois, je me suis dit, mais il se fout de nous là quand même, on peut bien faire ça. Mm. Ou même des gens de ma famille ou d'autres, ils disent, mais attends, il exagère. J'ai eu Il fait beaucoup, ça, mais il peut pas faire ça, il se fout de nous, quoi. j'ai eu beaucoup de remarques Il comme est ça. Ouais. feignant, c'est pas possible. Et en fait non, c'est ça qui est très paradoxal dans certains handicaps et qui amène beaucoup d'incompréhension et d'injustice pour la personne qui est dans cette situation-là, parce qu'elle se sent incomprise et jugée, et mal jugée parfois. Et donc voilà, oui, oui, c'est fou de voir à quel point tu peux soulever un truc lourd et parfois faire tes courses et mettre les affaires dans ton coffre ou vider ton coffre de voiture, c'est un enfer pour toi. Ou ne serait-ce que laver des feuilles de salade, il y a des jours où c'est trop te demander, il y a des jours où tu peux pas le faire. Alors que 10 minutes avant, tu as soulevé une table, quoi. Oui, enfin, t'exagères pour la Non, mais table, j'exagère, mais mais oui, s'il faut que tu si, soulèves oui, un meuble, tu le fais, quoi. C'est ça si je suis suffisamment assis sur un truc solide et que ce truc-là solide ne casse pas sous mes fesses, oui, je ouais, peux faire et des tu choses. utilises la force de tes bras et que tu es bien placé, etc. Et c'est pour ça. C'est pour ça que oui, c'est terrible le jugement quand on est en situation de handicap ou de maladie et qui est pas validé, entre guillemets, comme étant un handicap, mais en fait, c'en est un en vrai. Euh, T'es terriblement jugé et souvent mal jugé et incompris et tu te sens seul et c'est pour ça aussi que quelque part, autant l'endométriose que plein d'autres maladies, on en parle peu, on le cache, parce que peut-être que le peu de fois où on essaye d'en parler, on est incompris, on est mal jugé, on est moqué, on n'est pas pris au sérieux, autant par les professionnels que dans la sphère professionnelle, privée, etc. Donc c'est très compliqué d'arriver à en parler et de se faire comprendre et de ne pas subir le regard des autres. Et pourtant c'est important. C'est important de pouvoir en parler. Et tu vois, moi je parle d'endométriose parce que c'est quelque chose que je connais, mais il y a quelque chose aussi qui me tient à cœur, c'est de parler des hommes, parce que les hommes ils vivent ça à leur échelle à eux. Voilà, le POI, c'est une maladie qui est encore méconnue en France, on en parle tellement peu, c'est pas du tout médiatisé, il y a plein de gens qui ne savent pas ce que c'est. Moi, je ne savais pas ce que c'était avant que tu m'en parles. Et c'est pareil, c'est une maladie qui est très dure. Et dès qu'aussi ça touche à la sphère sexuelle, bah, il y a tout un tabou autour de ça. Donc c'est très compliqué d'en parler et de débrider un petit peu le langage autour de tout ça, quoi. Oui, oui, bah heureusement bon, bah, je fais quelques publications dessus. Tu m'avais même relayé il y a pas longtemps là pour cette fameuse émission. Donc pour une fois, je passe dans une émission où on dit quelque chose, des choses intéressantes. Euh, mais bon, on est rarement soutenu, voire même souvent Mal jugé. mal jugé. Hein. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs concrètement lorsque tu m'as soutenu Mm. dans le cadre de ce passage à la télé qui peut servir à une grande frange de la Bah population. oui, parce qu'il y a peut-être des hommes qui sont atteints de ça
qui n'osent pas parler. qui n'osent pas parler. Et Mm. moi, je pense aussi qu'il y a beaucoup d'hommes qui s'ignorent atteints de ça, c'est-à-dire qui ont des symptômes, que Oui, personne ne comprend leurs symptômes, qu'eux-mêmes ne savent pas ce qu'ils ont, et qui vont peut-être juste entendre parler pour la première fois de cette maladie et se dire ah, ça ressemble quand même vachement à oui, oui. ce que je vis, ce que j'éprouve, et peut-être qu'il faut aller creuser de ce côté-là. Des hommes qu'on a rangés dans une catégorie peut-être et qui se contentent d'être rangés dans une catégorie tout autre. Ouais, Et puis ils vont peut-être vivre 20 ans comme ça avec un mm, syndrome qui est complètement handicapant et qui est émotionnellement terrible à vivre. Et tu vois, dès que ça touche quand même à la sexualité, euh, bah ouais, c'est compliqué parce qu'il y a encore quelque part ce côté, c'est sale, quoi, c'est sale, c'est un péché, on peut pas se permettre d'en parler, c'est pas bien. mm. Alors qu'en fait, ça fait partie du vivant, la Bah, sexualité, même chez les végétaux. Je veux dire, il y a une forme de sexualité. Donc, bah. ça fait partie de tout ce qui est vivant, ça fait partie de la planète, Mais non, de notre mais Terre, simplement. c'est surtout que comment tu peux juger. Alors après, je parle pas des dérives, hein, Oui, pornographie, rentrer des cactus dans le cul, tout ça, c'est pas l'idée. Mais par contre, je veux dire, ceux qui critiquent, ceux qui t'ont critiqué, qui m'ont critiqué parce que on passait dans une émission, je passais dans une émission pour parler d'un sujet important. mm, Donc, tu en as malheureusement fait les frais. J'en ai malheureusement fait les frais. Mais ce genre d'individu, il est bien né d'une création. mm. Il a bien été créé par quelque chose, par Par un quelqu'un, processus, ouais, par deux personnes, donc naturel. qui ont engendré ce petit être qui est devenu un gros con. Mais et peu importe, ces gens-là, il faut qu'ils comprennent que l'émergence de la vie, enfin dont ils ont profité, est passée par ce genre de processus complètement naturel que tu dis Oui, si bien. oui. Mais donc comment tu peux juger, comment tu peux mal juger un processus naturel, en plus que toi-même, tu cherches absolument à reproduire avec un maximum de personnes. Bon, tu vois, c'est important quand même que les gens se remettent en question. Ouais. Parce que leur regard, je sais pas, après c'est vrai qu'on n'a pas on n'a pas un monde facile et que je peux comprendre que plein de dérives intellectuelles existent. Tu vois, j'ai même pas envie, j'ai pas d'animosité envers ces gens-là. Mais je me dis, c'est dommage, parce que nous, on est là pour dresser, pour donner des vrais messages importants pour que l'évolution, pour participer en tout cas à une meilleure adaptativité, ouais, je sais pas si on peut se Une dire ça, meilleure compréhension. et de notre monde et des humains à l'égard des défaillances qu'on a aujourd'hui. Mm. Parce que le monde moderne est bourré de maladies. Bah oui, puis tu sais, c'est Euh, simplement du partage d'informations. Au-delà de ça, c'est qu'on a la chance de vivre à une époque où on a accès à l'information beaucoup plus aisément. Ah, chance et il y a malchance, aussi, ouais. c'est ce que j'allais dire, il y a aussi les travers hein, de ça, évidemment, parce qu'on entend tout et n'importe quoi et qu'il faut arriver dans le flux d'informations. C'est un peu chercher une aiguille dans une botte de foin, parfois, tellement il y a trop d'informations et qui sont pas toujours justifiées. Mais voilà, il y a le bon côté, c'est quand même que oui, on peut partager de plus en plus d'informations et qu'il y a des personnes qui sont en souffrance, qui sont en errance, qui sont seules depuis des années et qui vont trouver des réponses. Et je pense que moi, je trouve que c'est presque un devoir de partager ça pour que ceux qui sont atteints de ces maladies puissent avoir accès à des solutions. Parce que moi, aujourd'hui, clairement, je revis et je me dis c'est une bénédiction, c'est un miracle. Franchement, pour moi, je me dis c'est le miracle de la vie, vraiment. Ce que je vis aujourd'hui, jamais j'aurais imaginé, je m'étais dit silencieusement, je vais mourir jeune dans mon coin, seule dans la souffrance. C'est comme ça que je voyais mon avenir il y a quelques années en arrière, ça fait plus de 8 ans maintenant. Mais en fait, j'ai eu cette chance incroyable de rencontrer les bonnes personnes. Fabrice, il en a largement fait partie, il a largement contribué à m'aider dans ce parcours. Mais si j'avais pas croisé sur mon chemin certaines personnes ou entendu certaines choses, j'en serais pas là aujourd'hui. Et je serais restée toujours avec ce ouais super, vous pouvez sortir la bouteille de champagne, vous n'avez pas la maladie de Crohn et vous avez peut-être une endométriose et à attendre des diagnostics et oui même le diagnostic posé avoir un traitement qui marche pas, moi c'est pas ça que je voulais. Franchement, quand on est souffrant, quand on est malade, la seule chose qu'on veut, on croit vouloir un diagnostic mais en vrai non, c'est pas ça qui compte, c'est pas le diagnostic, peu importe le diagnostic. Et j'ai envie de dire
vous pouvez vivre très bien toute votre vie sans avoir jamais de diagnostic de posé sur ce que vous avez. Le principal, c'est que vous ayez des solutions pour ne plus souffrir et sortir de l'état dans lequel vous êtes et avoir une vraie vie, une vie qui ressemble à quelque chose, pas en étant tout seul chez vous en train de pleurer ou à être comme ça, à vous ronger le poing parce que vous souffrez le martyr, quoi. Non. Mmh. Oui, oui, le diagnostic, c'est intéressant ce que tu viens de dire, mais le diagnostic, en vrai, c'est un faux pansement émotionnel qui finira par se décoller. Bah, en fait, on s'accroche à ça, ouais. Mmh. On s'accroche à ça et quelque part, c'est la médecine qui nous a encouragés à ça et je dis pas que c'est pas important de poser un diagnostic, parfois et souvent c'est probablement utile, mais le plus utile c'est de faire les bons choix, de poser les bons actes et de transformer nos vies, de trouver des solutions qui nous amènent à un état de bien-être, à un état de joie de vivre, où on sort de la souffrance, quoi. Et où on peut juste vivre libre, sans retenue, sans crainte, sans devoir tout anticiper, par peur qu'on va vivre ceci ou cela. Je peux pas prendre l'avion, je peux plus faire ça. Ah oui, mais est-ce qu'il y a un hôpital pas loin d'où je vais aller? Non, en fait, juste ne plus vivre avec toutes ces questions, c'est ça la vie normale, mais on n'y avait plus accès. Ouais, 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 ouais. Et c'est important que tu le soulèves, parce que tu l'as vécu vraiment dans ton corps, dans tes chairs, et dans ta psyché aussi. Et ça, c'est super que tu le dises, parce que, en effet, moi, je pense qu'il y a beaucoup de femmes encore, là, dans l'ombre, qui osent plus aller au restaurant, qui osent plus aller chez leurs amis, qui osent plus aller en voyage, qui osent plus se balader sur la plage en maillot de bain. Mais elles ont envie, en vrai. Parce que bah, elles ont tout un tas de petites défaillances qui peuvent survenir et qu'elles savent pas pourquoi qu'elles surviennent ces défaillances et survenir à des moments inopportuns ou complètement aléatoires parce qu'elles n'ont pas calculé, parce qu'elles n'ont pas besoin, parce qu'elles n'ont pas envie de calculer non plus, mais parce que on les a induites en erreur aussi. Ouais. On les a induites en erreur, on leur a pas donné les bonnes infos ou on leur a donné les infos bonnes mais qui sont pas celles qu'il faut pour elles. Euh, parce qu'il y a plein d'infos qui pourraient être utilisées par un tas de personnes, moi y compris, mais elles sont pas applicables dans tous les cas. On est tous, même si on est fait à peu près des mêmes choses, on est tous différents. Et ça, c'est important de le relever. Ce qui est valable pour Noémie ne sera pas forcément valable dans le même dosage, dans la même façon de faire que pour Jessica. Et Et puis, il faut pas oublier que parfois les résultats, avec le même processus, tout le monde n'aura pas le même résultat. Moi, je l'ai vécu, cette frustration de dire: «Ah mais regarde, elle a fait ça, elle a plus rien, elle a zéro symptôme. Moi, pourquoi j'ai encore ci, j'ai encore ça?» J'ai vécu ces moments d'injustice aussi. C'était dur, hein. C'était très dur. Je oui, me souviens, t'en as refait part. Mais en fait, on est toutes et tous différents et le résultat sera différent pour chacun de nous. Mais c'est sûr que dans tous les cas, à mon sens, à partir du moment où on trouve les bonnes infos et qu'on met en place les bonnes choses, de toute façon, on peut que avoir un bénéfice. ouais, 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 mais il faut le faire. Oui. Il faut le faire, il faut être. Et c'est vrai que souvent les gens ils lâchent parce qu'ils sont pas soutenus. Mm. Et je sais, tout à l'heure on parlait du jeune, quand je t'ai parlé de la question, t'as été soutenu, bah oui, bon, j'étais là, les gens qui étaient là étaient bienveillants, t'étais dans un bon cadre, un bon contexte, et puis t'avais pas affaire à ta famille, tes amis, ton environnement. Mais est-ce que t'aurais été soutenu? Ah Est-ce non, je que, l'aurais fait seule, autrement, tu vois, est-ce que quelqu'un aurait compris la démarche. ta démarche de vouloir aller mieux? C'est là que je me Bah, la questionne. démarche de vouloir aller mieux, oui, mais de passer par le jeûne pour aller mieux, Mm. j'en suis pas sûre parce que Bah, j'avais déjà tellement perdu de poids que ils m'auraient dit bah t'es folle, ouais. tu vas encore t'amaigrir, tu veux finir comme un squelette quoi. Alors que non, pas du tout. Cette Euh, phrase, elle est drôle d'ailleurs. Pardon. ouais, Ouais. ouais, et c'est vrai, je le reconnais, j'ai perdu énormément de poids et je comprends l'inquiétude de mon entourage et c'était bienveillant de leur part. Je sais qu'il n'y a jamais eu de méchanceté vis-à-vis de ça. Je sais que c'était que de l'inquiétude, mais en fin de compte, j'ai jamais été aussi bien que quand j'ai perdu tout ce poids, parce que tous ces kilos en trop, c'était aussi toutes ces toxines en trop et qui participaient à me rendre malade. Et voilà, il y a pas longtemps, j'ai même mon papa qui m'a dit en me voyant sur une photo, mais quelle femme magnifique tu es. Et il y a 15 ans en arrière, on m'aurait pas dit ça parce que j'avais 17 kilos de plus, quoi. Mais
On paye toujours le prix de ce qu'on fait, que ça soit dans un sens ou dans un autre. Et des fois, on prend du poids, on nous dit rien, la famille va rien nous dire parce qu'ils veulent pas être décents. Ils savent que si ils nous font une remarque parce on a pris 10 kilos de trop, bon, ça va pas être très, très apprécié, très bien pris. Mais par contre, Ouais. quand tu perds du poids, alors que c'est... Et d'une, tu vas être plus esthétique, tu vas te sentir mieux, plus alerte, tu vas pouvoir bouger plus facilement, tu vas être moins essoufflé. Et en plus, c'est pour améliorer ta santé. Là, on commence à te dire non, mais tu sais quand même, c'est pas très bien, tu devrais faire attention. Et, et en fait, c'est tout ça. Et j'en veux à personne. Je sais que c'est lié aux constructions mentales. C'est-à-dire qu'on nous apprend comme le bébé, mais il faut qu'il mange, il faut qu'il mange, il faut qu'il prenne des forces, quoi. Un bébé rond, c'est un bon signe de santé. Et quelqu'un de maigre, du coup, inversement, on se dit, bah, quelqu'un de maigre, c'est quelqu'un qui est en mauvaise santé. Mais sans tomber dans la maigreur, évidemment. C'est pas ce que je dis. C'est simplement que avoir trop de poids, c'est pas bon pour la santé non plus, en fait. Et ça, on le sait, tout le monde le sait, mais on va pas dire à quelqu'un, ouais, fais attention, parce que là, quand même, tu prends beaucoup de poids, quoi. Surtout si c'est le mari avec sa femme, il va pas oser lui dire parce qu'il ne veut pas créer de scandale dans la maison. Mais voilà, on se tait là-dessus. Par contre, sur l'amaigrissement, on se permet de dire des trucs parfois qui sont pas plus agréables en réalité. Et simplement, il faut respecter les choix de chacun. Et quand on entame une transition alimentaire, oui, ça, forcément, vous changez ce que vous mettez dans votre corps, donc votre corps change automatiquement et il va prendre des formes différentes et vous-même, ça va être perturbant. Moi, quand j'ai perdu 17 kilos en un an, je me reconnaissais plus dans le miroir. Il a fallu du temps pour que je me réapproprie mon image et qui j'étais et que je réapprenne à m'aimer sous une autre forme et que ma famille réapprenne aussi à me voir parce qu'il y en a, ils ne m'ont pas vu pendant un an, ils me voient avant, après. Forcément, le delta, il est tellement fort que ça peut être choquant. Mais le principal, c'est de le faire pour soi-même et de se sentir bien et pour sa propre santé parce que ça n'a pas de prix et notre corps, on va jusqu'au bout avec. Donc, autant qu'il soit agréable et confortable. C'est sûr que ton véhicule, c'est le truc que tu vas traîner du début à la fin, Oui. et c'est dedans que tu mènes cette expérience de vie terrestre. C'est très intéressant, là, tu reviens sur l'anecdote sur l'homme et la femme. Ah oui, il y a une hypocrisie massive, pas que entre l'homme et la femme dans la société actuelle. Tu vas pas te dire que t'es gros. On va pas le dire. Il y a que ma mère qui est capable de dire ça. Et sinon, moi, j'ai vécu l'inverse aussi. C'est-à-dire que, enfin, moi, quand j'ai perdu 20 kilos de muscle à un moment donné, euh, je dis 20, mais bon, entre 14 et 20, parce qu'en vrai, je peux pas le mesurer. Et donc, je me suis amaigri, enfin, je me suis aminci, j'étais déjà fin. En fait, j'étais déjà svelte, mais j'étais svelte, mais que en Mais muscle. musclé. Voilà. Et du coup, bah, vu que tout d'un coup, je suis un peu plus fin, bah, j'ai une tante qui passe, oh, t'as maigri, vraiment, hein. Oui. Au Moi, lieu non, de ils te sont, dire, ah, t'as maigri, c'est, voilà, ah, t'as maigri. t'as maigri, C'est pas ce même ah non, t'as maigri. Et puis moi, j'avais cette maladie. Donc, je dis oui, oui, je sais. Et moi, je supportais pas le fait d'avoir maigri. Mm. Et t'as quelqu'un qui passe derrière et qui met le doigt dans les côtes, tu sais, il t'enfonce le doigt dans les côtes comme Ah ça. bah moi j'ai vécu ça Ah, aussi, hein. tu dis, ah, t'as maigri. Et je croise une autre tante. Elle me dit, non, Fabrice, t'as maigri. Mais, je suis au courant, je sais. Bah alors, qu'est-ce que tu fais? Mange. Je mange 10 fois plus que vous, les gars. Donc, me parlez pas de manger. Ah, bah, Après, il y a des gens qui s'ignorent malades, qui perdent du poids et qui ne se rendent pas compte, parce qu'en s'observant tous les jours, des fois on ne se rend pas compte de certaines fluctuations, et heureusement qu'il y a certaines personnes de l'environnement extérieur qui vont dire ah bah t'as maigri. Parce que oui, ça peut être un signe d'un ça peut être problème. une alerte. Ça peut être une alerte. Je suis d'accord, mais Mais il y moi, a une façon de dire les la choses. façon avec laquelle les gens de ma famille, tu vois bien comment ils parlent pour certains, m'ont parlé, c'était pas, ça rassemblait pas à de la bienveillance. C'est espèce de con, mange. Qu'est-ce que t'attends pour bouffer des pizzas? Et moi, je pouvais pas bouffer de pizza, hein. Enfin, c'était pas la bonne idée. Parce que c'est probablement parce que j'ai bouffé des pizzas que j'ai maigri. Bon, enfin bon. En tout cas, voilà, moi, c'est ce qui s'est passé. Et donc, à l'inverse, tu vois, on m'aurait dit, tu vois là, toi, quand tu me dis, ah oui, non, t'as grossi, bah limite, je te regarde, je souris.
Parce que je T'es suis content. Je suis content. Alors non pas d'avoir grossi, d'avoir pris une bouée sur le ventre pleine de vodka, ça partira. Mais je veux dire, je suis là de la transformation corporelle, donc il suffit que je le décide et je m'en débarrasse. Mais c'est juste que finalement refaire plus lourd sur la balance, ça me plaît. Alors que c'est un concept bizarre, mais moi j'ai tellement entendu, j'ai tellement souffert d'avoir maigri, d'avoir perdu du poids, même si c'était du muscle. Hein, Ouais, tu l'as pas forcément bien vécu. ouais, je l'ai pas vécu correctement, puisque j'ai eu la réflexion extérieure, parce que voilà, Oui, puis pour toi, c'était signe de ta maladie, enfin, et c'était ça a associé à ta rapport, enfin, voilà, maladie. ça a rapport à ma maladie. Donc là, faut voir que j'ai quasiment repris tout mon poids. Ça va, même si bon, c'est pas esthétiquement, C'est pas placé au même endroit. voilà, c'est pas super, mais c'est pas grave, ça me va, je suis content. Ça me demande plus de... Déjà que j'avais l'impression de peser 4700 kilos, là j'en suis plutôt à 7-8 000, mais c'est pas grave, parce que bizarrement je me sens bien. Mm. Enfin je me sens bien, non je me sens pas bien, mais je me sens mieux. Tu te sens mieux, mais le Ouais, principal, c'est ça, c'est toi avec toi-même, comment tu te sens dans ton corps voilà. et comment tu t'apprécies, hein. Alors, on est très soumis au regard des autres, autant dans l'apparence que dans ce qu'on dit, dans ce qu'on est. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, on est soumis au jugement des autres, au regard de l'autre, et c'est pas facile de s'en détacher, mais en fait, c'est une nécessité. Et moi, quand j'ai fait mon changement, que j'ai changé d'alimentation, que j'ai minci, il y a des fois où ça a été très blessant. Puis en plus, c'est la répétition, hein, qui fait que ça te casse mentalement. Mais quand on sait au fond de nous que ce qu'on fait, c'est nécessaire et que finalement, c'est même pas que c'est nécessaire, c'est qu'on le fait parce que c'est pas autrement. C'est comme si c'était inscrit en nous. On sait qu'on doit le faire et rien ne peut nous détourner de ça. La finalité de tout ça, c'est peu importe ce que pensent les autres, c'est pas eux qui sont dans votre corps, c'est pas eux qui vivent dans la souffrance, c'est pas eux, et que ça soit pour du surpoids ou ou de la maigreur, enfin, c'est vous avec vous-même comment vous vous sentez, quoi. Si vous vous sentez trop maigre et que vous avez besoin de reprendre du poids, c'est à vous de le juger, c'est à personne d'autre que vous de savoir ce qui est le plus approprié. Tout comme quand vous allez chez votre médecin et que vous décrivez un symptôme, le médecin, il saura pas mieux que vous ce que vous ressentez et souvent il vous écoute pas en vous disant ah bah c'est pas possible. Bah si je vous dis que je ressens ça, c'est que c'est possible. Mais en fait, on n'est pas écouté, on n'est pas entendu et notre propre valeur, nos propres ressentis sont complètement dénigrés et c'est comme si la validation doit toujours venir de l'extérieur. Mais en fait, non, la seule validation qu'on doit subir, si on doit en subir une, c'est la nôtre. Ouais, c'est bien dit. C'est totalement bien dit, d'ailleurs. Je suis en train de me dire, c'est exceptionnel. Je savais pas que tu allais arriver à cette finalité de phrase-là, mais Bah, je savais pas non plus, hein. c'était exactement ça. Mais tu vois, bon, là, on parle de poids, d'apparence, de jugement d'apparence, toujours les mêmes, autour des mêmes choses. Est-ce que tu considérerais, parce que moi je te dis la vérité, quand on m'a dit que j'étais en situation de handicap, quand j'ai été reconnu travailleur handicapé, je comprenais pas les mots. Reconnu travailleur handicapé. Mm. Handicapé, handicapé, handicap. Et là, tu vois, le mot, je voyais les panneaux handicap, je voyais que sur le panneau handicap, il y avait un fauteuil roulant dessiné. Je me disais, non, 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 non. C'est pas moi, c'est pas moi, il y a un truc qui déconne. Tu vois, parce que mon apprentissage, évidemment, ce sont que des mots, hein, mais c'est fait pour qu'on comprenne. C'est illustré pour qu'on comprenne. Et puis finalement, le handicap, oui, de toute façon, c'est pas que ça, il y a aussi la cécité, donc la perte de vue, qui fait que bah, t'as un accessoire, donc la canne blanche, ou un accessoire esthétique, les lunettes de soleil pour cacher les yeux, qui regardent dans le vague, ou le chien d'assistance, c'est un accessoire, même s'il est vivant. Et puis voilà, il y a toutes sortes de handicaps après que tu comprends finalement, oui, ok, d'accord, mais quand même, je veux pas appartenir à cette catégorie, si on doit nommer une catégorie. Et finalement, j'ai accepté d'utiliser le mot handicap à partir du moment où je l'ai accolé à un deuxième mot, invisible. Au départ, moi, j'avais appelé ça handicap fantôme. Donc, mon premier blog s'appelait comme ça. Oui. Et je pense que je suis le seul, le premier en France, à avoir eu l'audace d'écrire fantôme après handicap. Et ça m'a valu des critiques, hein, évidemment. Ça m'a valu, mais qu'est-ce que tu nous racontes là? Mais ça n'existe pas. Voilà, quand Ouais, t'es précurseur sur quelque c'est ce que chose, j'allais dire.
Quand tu es précurseur sur quelque chose, du coup, on te casse la gueule, les médecins comme le reste, hein, on te casse la gueule sur les propos que tu emploies. Parce que ce n'est pas référencé, ce n'est pas référençable, du coup. Puis ça sort des Et apprentissages puis t'es qu'on a qui? eus. Et puis t'es qui, Fabrice? T'es qui pour dire ce que tu dis? Bah, je suis quelqu'un qui a expérimenté et qui ose vous montrer ce que j'expérimente. Et après, j'ai arrêté de le montrer. Mais bon, en tout cas, handicap fantôme est devenu handicap invisible. Et je suis le premier en France à avoir fait une exposition sur le handicap invisible. Ça, c'est sûr. Bon, si jamais vous en avez fait une avant moi, excusez-moi, mais en tout cas, voilà. C'est juste pour dire que j'ai amené ces deux mots qui sont devenus aujourd'hui complètement banaux. Oui, On voit handicap invisible partout. partout. Alors que quand je l'ai prononcé moi à l'époque, qu'est-ce que je m'en suis pris des baffes. Et là, je vais te poser une question. Donc moi, ça a été dur d'utiliser le mot handicap. Après, j'ai mis l'appellation fantôme, puis invisible, et j'ai fédéré comme ça autour de moi une communauté de personnes. Et là, maintenant, je vais te poser une question. Mm. Pour toi, Oui. est-ce que quand je te dis, maintenant que tu sais ce que c'est un handicap invisible, parce que tu m'as côtoyé quand même pas mal, mais est-ce que tu considères que l'endométriose en est un? C'est dur de répondre. Pourquoi c'est dur? Parce que je suis concernée. Ben, Et que j'ai du mal. Je ne me vois pas comme une personne handicapée, mais pourtant, c'était Dieu que c'était handicapant de vivre cette maladie. c'est ça, c'est là où je veux en venir. C'est que si tu as vécu avec une altération de ta capacité d'agir dans un contexte dans lequel habituellement tu aurais dû être en capacité d'agir, c'est que tu as vécu un handicap. Ouais. Donc le handicap est posé, et ce handicap n'était pas perceptible par Tu sais que l'extérieur. ça me prend au trip parce que t'es en train de... je m'étais jamais... Ouais. Ben, moi je suis là pour, moi je suis l'électrochoc, Non, mais je suis l'électrochoc je maker. m'étais jamais placée dans cette... Enfin, vue sous cet angle-là. Et personnellement, le handicap, c'est quelque chose qui a toujours fait partie de ma vie parce que j'ai toujours eu autour de moi Des gens avec des des gens situations de handicap plus lourds. divers et variés. Ouais. Mais finalement, je m'étais jamais Ouais. englobée, entre guillemets, dans cette tranche, si on peut dire ça comme ça. Mais en réalité, oui, l'endométriose, c'est un handicap invisible à plein de niveaux. À partir du moment où tu peux plus sortir, il y a des jours tu peux pas te lever de ton lit, il y a des jours tu... Enfin, il y a tellement de circonstances, il y a tellement de douleurs. Des fois, marcher, c'était pas possible, je devais ramper. Hein, et c'est pas une exagération de propos, pour aller aux toilettes, parfois, j'étais à quatre pattes en fait. Je ne pouvais pas faire autrement que me faire glisser sur le parquet pour atteindre les toilettes. Et donc oui, oui, quand tu peux plus marcher, déjà, clairement oui, c'est handicapant. C'est handicapant au Ouais. quotidien. Il y a des jours où tu es plus ou moins restreinte par la maladie, mais il y a des jours, ouais, c'est une restriction totale parce que tu peux. Moi, j'ai déjà été en arrêt maladie, hein, déjà, hein, ne serait-ce que ça. T'aurais pu, je vais aller plus loin, pour que tu te réconfortes et que tu te réconcilies avec ce mot handicap, c'est que moi aussi, je me suis traîné sur le sol. Je me suis traîné sur le sol pour aller au même endroit que toi. C'est Mais assez débilitant hein, comme situation. oui, Hein, je me suis franchement, traîné sur le sol et après, à côté de ça, psychologiquement, c'est dur. oui, je suis capable de défoncer à coups de poing une porte, un meuble, une table, une chaise et mes mains restent intactes. Oui, je suis capable de défoncer un arbre à coups de pied et mes jambes restent intactes. Enfin, plus maintenant. Mais à côté de ça, oui, je me suis traîné entre le canapé et les toilettes sur le sol. Oui, des fois je ne pouvais pas me lever. Oui, des fois c'était l'enfer. Et du coup, c'est pour ça que je te dis, j'essaie de te réconcilier avec le mot parce que c'est dur pour toi, je comprends. Mais en réalité, t'es passé par plein de choses, plein d'étapes par lesquelles beaucoup de personnes en situation de handicap invisible passent. Et c'est un enfer. Et c'est un enfer pour chacun, avec toujours sa propre échelle de mesure intérieure, hein. Mais c'est un enfer. D'autant plus, pourquoi? Parce que personne ne le sait. Bah oui. En fait, le plus terrifiant, c'est pas ce que tu vis seul avec toi-même, parce que là, au pire, Il n'y a que toi qui tu sais ce que c'est, voilà, tu as l'habitude, tu sais que dans 3 minutes, tu vas récupérer tes jambes, ça va fonctionner. Tu sais qu'après cette étape-là, tu souffres, mais voilà, tu sais que, même si tu as l'impression que tu vas mourir, quelque part, tu sais que tu vas finir par respirer. Tu le sais. Mais Mais tu sais, c'est ça qui est incroyable, je trouve, c'est que tous les deux, on n'est pas du tout atteints des mêmes pathologies. Et pourtant, on se comprend, mais on se comprend parce qu'il y a énormément de similitudes dans nos parcours.
dans ce qu'on ressent dans notre chair, mais aussi dans ce qu'on a vécu dans notre parcours de malade, en fait, hein, médical. Euh, et c'est là-dessus que je me dis, tu vois, on a très peur du regard et du jugement de l'autre, alors qu'en réalité, je pense que c'est dans le regard de l'autre qu'on peut recevoir du soutien aussi et de la compréhension et de l'amour, parce qu'on a besoin, dans ces moments-là, on a besoin d'être chéri, on a besoin d'être cajolé, on a besoin de se sentir soutenu, aimé, enfin voilà, c'est tellement important. Et, on vit une époque où on nous divise, on nous dresse les uns contre les autres, y compris l'homme et la femme. Alors qu'en fait, même si on est différent et qu'on vit des choses différentes, on a aussi beaucoup de points communs, beaucoup de similitudes et beaucoup à s'apporter l'un l'autre. Et c'est pour ça que je trouve que parler de l'endométriose, c'est très important, mais qu'il ne faut pas négliger aussi l'homme, parce que lui aussi, il vit des moments de solitude extrême, des moments de souffrance extrême à travers des maladies comme le POIS. Et, euh, et voilà, j'ai envie, moi, qu'on puisse faire entendre les deux voix, les deux bords, et que ça amène un soutien. Tu vois, qu'il n'y a personne qui a envie de tirer la couverture à soi en disant non, mais moi j'ai besoin de me faire entendre, et qu'il y ait des guerres d'ego à travers certains types de maladies, une qui aurait plus à se faire valoir que l'autre, etc. Il y en aura toujours, hein. Ouais, Mais mais moi j'ai envie d'encourager à sortir de ça et plutôt de s'apporter voilà, du soutien, de la compréhension. Et je sais que pour les conjoints et conjointes, bah, d'être en tant qu'accompagnant, c'est pas facile aussi. On en parle peu de ces personnes-là et pourtant, ben, ils doivent faire preuve de patience plus que d'autres. Ils doivent faire preuve de compréhension, preuve d'amour, preuve de tendresse, preuve d'empathie et de compassion bien plus que d'autres personnes quand ils sont accompagnants et il faut pas voilà faut pas oublier toutes ces sphères là qui tournent du handicap ou de la maladie parce que ça en fait partie aussi. Les personnes sont impactées en fait, les proches sont impactés, la famille est impactée et voilà, à travers tout ça, moi, ce que j'ai envie de mettre en avant, c'est aussi de pouvoir créer du lien et de la réconciliation. il faudrait que les gens aient envie de se réconcilier. Mais c'est très noble de ta part de proposer ça. Mais il faut déjà recréer l'envie. Et j'ai l'impression qu'on beaucoup de personnes ont, avec leurs histoires, leurs déboires, leurs défiances, et, sont devenus à leur tour méfiants. Mm. Et ça se comprend. Le monde a tellement changé et Bah tellement oui. vite. Tu vois, nous, on est mal jugés parce qu'on essaie de faire du bien. C'est quand même dingue. Je suis mal jugé parce que j'essaie de faire du bien. Oui. Et on m'accuse de faire du mal Mm. parce que je fais du bien. C'est, Oui, ou parce que tu oses parler, diffuser. oui, encore, je diffuse beaucoup moins qu'avant. Comme je t'expliquais, j'essaie de moins apparaître qu'avant. Je laisse la place à d'autres pour ça, même si finalement, peut-être que les autres feront pas comme moi je fais. Mais tant pis. Mais c'est aussi pour ces raisons-là que je m'efface un peu. C'est parce que c'est usant d'avoir à faire, et c'est pour ça que je comprends d'autant plus ceux qui veulent plus. Mm. C'est usant d'avoir affaire à ce monde-là. Mm. Ouais. Les considérations sont telles, on vit dans une médiocrité absolue pour tout. Et on va pas reparler de la médecine et du corps médical, mais il y a un problème. Il y a un problème qui est là, qui se transmet comme un mauvais virus. Euh, et c'est pour ça que je pense que c'est très bien. Hein, je redis, c'est super ce que tu proposes, mais ce qu'il faut réussir à insuffler dans la tête des gens, c'est l'envie. Sinon, ils feront rien. Tout le monde tout le monde est un peu caché là derrière son écran là. Ouais, mais tu Euh, vois, je trouve qu'il y a quand même une frustration de part et d'autre, autant du côté féminin que du côté masculin, parce que justement, on a tellement dissocié les hommes et les femmes, ils se comprennent plus aujourd'hui, alors qu'en fait, il y a une complémentarité évidente et que on peut pas. C'est tellement dommage de passer à côté de ça, parce que c'est ça la complétude quelque part, c'est de pouvoir profiter de ça, de cette complémentarité, plutôt que d'être dans l'opposition permanente. ouais. Il faut, voilà, il faut que des gens comme nous
sans... Tiens, on va poser la question. Vous allez nous mettre en commentaire sous cette vidéo, ça dépend sur quelle plateforme vous la regardez, vous mettrez en commentaire si oui, vous avez envie de faire partie d'un groupe qui viserait à réconcilier tout le monde et à rassembler les gens qui auront, comme nous, le désir de faire en sorte que tout ça, tout ce qu'on vient de dire ici, évolue dans la meilleure des directions. Que les gens soient entendus, écoutés, soutenus, et surtout un groupe de personnes qui sauront persister, mais dans l'authenticité. Dans l'authenticité de leur, comment on peut appeler ça? Tu m'avais parlé d'un nom. Voilà, on est tous atypiques. On est tous atypiques voilà, chacun d'entre nous, on est chacun un individu. Individu, c'est individuel. Et voilà, et nous avons beaucoup de formes donc, qui sont communes à d'autres, et puis on a nos atypies, je sais pas si on peut dire ça, particularités particulières. Et du coup, on ne doit pas être jugé pour ça, et on ne doit pas juger l'autre pour ça. On doit juste apprendre à les observer, et à les apprécier, et les accueillir, si le mot accueillir est le bon mot. Et c'est en ça que je pense qu'une communauté qui soit autour de cette idée peut-être mériterait d'exister, en effet, mais dites-nous si vous voulez en faire partie, et dans ces cas-là, vous en ferez partie dès demain. Oui, on peut lancer un projet. Ouais, exactement.